Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er août aujourd'hui. Voici les titres de votre édition de 20h. Nous irons en Sierra Leone où le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a échangé avec les Ivoiriens vivant dans le pays. La rencontre s'est déroulée lors de la visite d'amitié et de travail effectuée à Freetown par le président Alassane Ouattara. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme vient de visiter les chantiers des logements sociaux à Anyama et à Grand Bassam. Le ministre Claude Isaac-Dé annonce la livraison de près de 5000 logements d'ici la fin de l'année. L'Académie des sciences et techniques de la mer célèbre son trentenaire. L'Académie appelle à réfléchir aux enjeux de l'économie bleue. Que renferme ce concept et quel est son impact socio-économique? Réponse tout à l'heure dans le dossier du 20h. Au Libéria, la liste des candidats à la présidentielle d'octobre prochain a été dévoilée. Ils sont 20 candidats dont l'ex-footballeur international George Weah a brigué la succession de la présidente sortante, Ellen Johnson-Sirleaf. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par la Sierra Leone. Le président de la République était en visite d'amitié et de travail. Il est rentré hier. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, faisait partie de la délégation qui a accompagné le chef de l'État. Et à Freetown, il a rencontré les Ivoiriens vivant en Sierra Leone pour s'imprégner de leurs préoccupations. Rencontre suivie par Jérôme Kofi Abolé. Ambiance de retrouvailles et surtout d'échanges. Cela se passe dans la cour du bâtiment 6 à Wesley Street à Freetown, entre les Ivoiriens résidant en Sierra Leone et le ministre Marcel Amontano représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Pour cette communauté ivoirienne sur le sol sierra-léonais, l'occasion est tant attendue. Mais il s'agit surtout de la saisir pour présenter à l'hôte du jour un certain nombre de préoccupations, à savoir notamment l'ouverture d'une ambassade de la République de Côte d'Ivoire dans le pays d'accueil. Et c'est à Mme Jacqueline Kona que l'honneur est fait de parler au nom de ses compatriotes vivant en Sierra Leone. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour exposer les préoccupations ci-après. Il s'agit notamment de l'ouverture d'une ambassade de Côte d'Ivoire en Sierra Leone, de la mise en place d'un fonds de solidarité pour aider les Ivoiriens qui sont ici en Sierra Leone, notamment ceux qui sont en détresse, du renforcement de la coopération technique et commerciale avec la Sierra Leone, qui reste un marché très ouvert et un marché porteur pour la Côte d'Ivoire. Du renforcement de la coopération entre les secteurs privés sierra-léonais et ivoiriens. Réagissant, le ministre Marcel Amontano rassure. Il indique que la Côte d'Ivoire est au travail et que le président Alassane Ouattara se préoccupe toujours de la situation des Ivoiriens, qu'ils soient sur place dans le pays ou en dehors. La Côte d'Ivoire va beaucoup mieux, la Côte d'Ivoire se développe, la Côte d'Ivoire avance, les populations ressentent au quotidien l'amélioration des conditions de vie par les investissements qui sont réalisés, pas seulement dans les infrastructures, mais dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures sociales. Beaucoup de choses sont faites. Le président est heureux de savoir qu'il y a une communauté ivoirienne en Sierra Leone qui le représente dignement, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le ministre Marcel Amontano ne s'abstient pas de faire un geste. Il offre 5 000 $, soit environ 3 millions de francs CFA à la communauté ivoirienne en Sierra Leone. Une somme destinée au financement de la caisse de solidarité de cette communauté estimée au maximum à 100 âmes. Une autre nouvelle qui devrait réjouir les souscripteurs aux logements sociaux ici en Côte d'Ivoire. Le ministre Claude Isaac-Dé annonce la livraison de près de 5000 logements d'ici la fin de l'année. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était justement en visite aujourd'hui même sur les chantiers à Anyama et à Grand Bassam. Il invite tous les promoteurs à plus de célérité dans les travaux pour respecter le délai. Godefroy Okambawa, Chantal Akanda. Elisabeth vient d'intégrer son tout nouveau logement à caractère social. Un logement qui s'inscrit dans le programme présidentiel. Programme qui vise à améliorer les conditions de logement en Côte d'Ivoire et permettre aux couches les moins nanties de la population de se loger. Ça fait un bout de temps que je suis dans cette maison et grâce au gouvernement, aujourd'hui j'ai un chez moi et je suis très satisfaite. Qu'est-ce qui est fait
Les promoteurs respectent-ils les cahiers de charges? Le ministre en charge du logement est allé lui-même sur les sites d'Agnoman et de Grand Bassam pour constater l'avancement des travaux. Les Ivoiriens sont plus que bien logés pour ce que offre le programme. Vous avez eu la preuve avec une des clientes qui vous a montré qu'il y a la possibilité, même avec le coût du logement à moins de coûts, qui a réussi à se faire un petit chez elle. L'État aussi a mis ses dispositions pour tous les acquéreurs. Maintenant, c'est à eux maintenant de savoir s'organiser pour garder au mieux et le plus longtemps possible un programme tel que vous l'avez aujourd'hui ici. Le promoteur était confronté à des fonciers que nous sommes en train de régler. Donc, ce qui a permis de pouvoir accélérer la production de logement. Il y a un début d'accélération de la part des promoteurs, donc on a demandé d'être beaucoup plus performants, faire en sorte qu'on puisse livrer à la fin de l'année comme convenu. Comme Elisabeth, plusieurs acquéreurs ont déjà intégré leur logement. Depuis le début de l'année, près de 5000 logements ont déjà été livrés et 5000 autres le seront avant la fin de l'année 2017. La journée nationale de partenariat État-secteur privé aura lieu le 13 novembre prochain ici à Abidjan. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre avec les opérateurs économiques et des représentants de l'administration. Le dialogue entre les parties a été instauré par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, nous explique Francis Boifo. Troisième édition de la journée nationale de partenariat État-secteur privé. L'événement aura lieu le 13 novembre prochain à Abidjan. Ce sera l'occasion de faire le point des initiatives de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers visant à encadrer le secteur informel et accroître sa contribution au produit intérieur brut PIB. En Côte d'Ivoire, selon les enquêtes de l'Institut national de statistique, le poids du secteur informel dans le PIB est d'environ 35% en 2014. Il est en retrait, le poids va diminuant parce qu'en 2010, le secteur informel représentait 40% du PIB. Selon les statistiques de la Direction générale des impôts, en 2015, les entreprises du secteur informel assujetties en majorité à l'impôt synthétique représentaient 60% des contribuables et ne contribuaient qu'à 1% des recettes fiscales sur la période 2012-2015. Le secrétariat exécutif de concertation État-secteur privé attend beaucoup des réflexions sur la contribution du secteur informel dans l'économie. Nous souhaitons que les deux acteurs publics et privés puissent nous rejoindre pendant les travaux scientifiques, que chacun puisse nous dire qu'est-ce qu'il lui faut, parce que selon les secteurs d'activité, selon les filières, les contraintes ne sont pas les mêmes. Je pense que le public sera suffisamment à l'écoute pour qu'ensemble, au terme de ces réflexions, après la journée nationale, nous puissions aller vers une stratégie nationale de formalisation de notre économie. Le secteur informel renferme l'ensemble des activités économiques qui échappent à la comptabilité nationale. Et les acteurs du secteur public et privé militent également pour une action commune afin de garantir la durabilité de la filière cacaoyère. Une rencontre se tient à Abidjan sur l'initiative Cacao et Forêt. Les acteurs du secteur veulent trouver une réponse à la diminution rapide et surtout inquiétante de la forêt ivoirienne, source de menaces pour l'environnement et pour la production cacaoyère. L'enseigne Bakayoko. Ce cadre d'action commune vise à donner un aperçu clair des engagements devant permettre l'amélioration de la gouvernance, l'évolution des pratiques commerciales et la durabilité sur le terrain. Il est surtout question d'encourager la création d'un équilibre entre la population, l'agriculture et la forêt. Un cadre d'action commune autour de 3 piliers clés. Premièrement, la protection. Deuxièmement, la production durable. Et troisièmement, l'inclusion des communautés dans la gestion des forêts. En tout premier lieu, ce cadre d'action commune va être mis en place de concert avec la filière cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Cette initiative, une question de survie pour le monde paysan, fortement ébranlée par les menaces qui pèsent sur la filière. L'initiative cacao et forêt nous apporte beaucoup. Déjà avec la déforestation grandissante dans nos différentes zones de production du cacao, ça nous permet de nous appuyer sur les différentes expériences pour vraiment amener les producteurs à prendre conscience de l'importance même de la forêt. Des cacaoculteurs à sauver, mais une économie nationale à maintenir dynamique.
le gouvernement affiche sa détermination. Nous allons avoir les écosystèmes régulables, des systèmes de pluviométrie bien maîtrisés et on ne va plus assister à une déforestation assez grande. Parce qu'on va introduire avec ce système l'agroforesterie de manière que l'économie soit encore conservée et l'environnement soit encore conservé. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le cacao, c'est plus de 40% des recettes d'exportation. Autre challenge pour la Côte d'Ivoire, la mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Le pays s'y prépare activement et le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable est en première ligne. Il vient justement d'initier une rencontre à l'attention des préfets de région pour les engager dans la mise en œuvre effective des ODD en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Le processus de mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable ODD adoptés par la Côte d'Ivoire lors de la 68e Assemblée générale des Nations unies est en marche. L'atteinte de ces ODD passe par la collaboration de toutes les parties prenantes. La collaboration de toutes les parties prenantes sous la conduite éclairée du gouvernement nécessite une sensibilisation accrue, l'information et le renforcement des capacités dans le corps préfectoral. C'est dans cette optique qu'est organisé cet atelier national de sensibilisation, de mobilisation et de renforcement des capacités et des collectivités territoriales, maillon essentiel de mise en œuvre des politiques de développement et de l'aménagement du territoire. Cette rencontre, qui dure 2 jours, sera l'occasion d'informer les participants sur la feuille de route des ODD en vue de mieux les imprégner. Notre implication est primordiale dans la mesure où notre fonction d'abord, c'est de promouvoir le développement dans les régions. Et cet atelier va nous permettre de renforcer nos capacités en la matière, donc de traiter des sujets qui puissent effectivement impulser le développement dans nos régions. Les régions et les mairies sont des structures décentralisées et qui vivent au quotidien l'environnement de leur localité, près des populations. Et de ce point de vue-là, nous avons beaucoup à dire et à apporter à cet atelier. Lutte contre les changements climatiques, éducation de qualité, villes et communautés durables sont quelques-uns des objectifs de développement durable. On arrive à présent à notre dossier de ce 20h consacré aux enjeux de l'économie bleue. Ce sujet est au centre des festivités marquant les 30 ans d'activité de l'Académie des sciences et techniques de la mer. L'Académie appelle tout un chacun à réfléchir aux enjeux de l'économie bleue. Mais que renferme ce concept et quel est surtout son impact socio-économique? Réponse dans le dossier de ce 20h signé Noël Gnagno. L'économie bleue, c'est l'ensemble des activités maritimes. La première activité que nous connaissons au niveau de la mer, d'abord, il y a le transport maritime, mais il y a surtout les ressources minières, les ressources minérales, les ressources halieutiques également, et toutes les activités qui tournent autour de ce secteur-là, mais vues, analysées, gérées dans une perspective de développement durable. Comment gérer ces ressources avec un souci majeur, penser aux générations futures? Toute l'essence de l'économie bleue réside dans la résolution de cette problématique parce que les ressources à exploiter sont immenses. Vous prenez l'Afrique, il y a à peu près 30 millions de kilomètres carrés et sur les 30 millions, vous avez 13 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale. Et c'est une mine énorme de richesse. Il y a énormément de choses au niveau de la mer. Conscient de cet état de fait, la Côte d'Ivoire s'est donné très tôt les moyens d'une meilleure exploitation de l'économie maritime. En 1960, elle est arrivée à l'indépendance avec un port à l'allure prometteuse. À cette époque-là, le port d'Abidjan a déjà 10 ans. Il traite 1 million de tonnes de marchandises par an. Il est le baromètre de l'économie ivoirienne. 10 années après, soit en 1970, un autre est ouvert à San Pedro. Aujourd'hui, il est le premier port exportateur de cacao au monde. Tout ceci organisé autour d'une vision politique de feu Félix Houphouët-Boigny, la libération économique de la Côte d'Ivoire
passe par la mer. La preuve. En Côte d'Ivoire, le secteur maritime représente beaucoup. Il est le deuxième employeur après l'État. On a plus de 5000 dockers, plus de 60% des industries se trouvent en mer. 90% ou bien plus de 90% de nos exportations ensemble, de notre commerce extérieur passe par. Plus de demi-siècle après les indépendances, un nouveau concept est né, l'économie bleue, parce que des prédateurs sont apparus, à titre d'illustration. Par exemple, on a des techniques, par exemple, de pêche qu'on appelle le chalutage à bœuf. C'est-à-dire il y a plusieurs chalutiers, 2 ou 3, beaucoup plus de chalutiers qui se mettent ensemble et qui raclent le fond marin. Que ce soit les petits poissons, que ce soit les gros poissons, que ce soit le poisson indésirable, même ce qu'on appelle les frayeurs, c'est-à-dire là où le poisson se reproduit, tout ça se détruit. Se donner les moyens de bien gérer le domaine maritime et le protéger contre les menaces de toutes sortes et de toute nature devient une exigence vitale. Avant tout, commençons par circonscrire cet espace. Aujourd'hui, notre espace maritime a une superficie correspond disons, aux 2/3 de l'ensemble du territoire de la Côte d'Ivoire, et avec une profondeur de 200 nautiques qui correspond à près de 380 km. En plus des côtes, moi j'ajoute, on a aussi 1200 km² de lagunes. Comme on le voit, l'espace est immense, comme le sont les ressources. Bien gérer cet espace impose une coordination des acteurs de l'économie bleue et de leurs actions. Corollaire de cette action, la question de la sécurisation de l'espace maritime et une formation conséquente. L'activité maritime est énorme, mais il ne peut pas avoir d'activité maritime s'il n'y a pas des hommes. Et il ne peut pas avoir des hommes s'il n'y a pas des hommes bien formés. Il faut que nous travaillions à avoir des moyens hauturiers. Il s'agit des patrouilleurs de haute mer. Et ensuite, en termes de moyens passifs, il faut que nous arrivions à avoir des moyens pour surveiller de manière passive l'ensemble de notre espace maritime. Et puis, il faut avoir aussi, pour cela, il faut avoir aussi une dimension aérienne. Parce que là, on ne peut pas vraiment surveiller vraiment ce grand espace sans la dimension aérienne. Devant ces enjeux, la mutualisation des moyens et des hommes est nécessaire. On a signé la charte de Lomé le 15 octobre 2016. Cette charte, c'est une convention entre les États africains. Si on met en œuvre cette convention au niveau de tous les États, beaucoup de choses peuvent bouger. Le prix à payer s'explique aisément et doit être assuré parce qu'il faut laisser aux générations futures un espace maritime économiquement viable et sécurisé. Voilà, c'était les enjeux de l'économie bleue, un dossier signé Noël Gnagno. Quelles avancées en matière de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire? Le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant planche sur la question avec des organisations humanitaires. On note des avancées dans la lutte et la Côte d'Ivoire durcit la législation contre la traite des êtres humains. La ministre Maria Toukone appelle à s'approprier la loi contre ce fléau. Patricia Omouetia. Une conférence publique avec pour thème « Quelles avancées en matière de lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire ». Le but de cette communication est de vulgariser la loi relative à la traite des personnes en Côte d'Ivoire et la mettre en application. Cette loi a pour objectif de prévenir et de réprimer la traite des personnes, de protéger et d'assister les victimes et les témoins, mais aussi et surtout de faciliter la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre cette pratique. C'est un sujet pour nous, la Grande-Bretagne, c'est un des sujets qui intéresse notre Premier ministre le plus, de les fléaux de criminalité internationale sur lesquels on veut lutter. Alors là, vraiment, on voit qu'on peut travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire. On a des bases. Par rapport à son contenu, je me dis que la population doit vraiment bien savoir son contenu et savoir que désormais il y a une loi qui existe qui peut leur permettre de dénoncer sans aucun problème en sachant qu'il y aura un suivi qui pourra être fait et ainsi faciliter le démantèlement de ce genre de réseau de la traite qui affecte beaucoup plus les femmes et les enfants. La traite de personnes couvre un champ très large qui inclut le recrutement, le transport de personnes à des fins d'exploitation. Avec ce texte, lors même que vous avez été témoin simple d'une traite de personnes et que vous portez plainte, au vu des circonstances, la loi permet à l'État
de prendre en charge toute mesure de protection et d'assistance pour vous permettre de continuer à témoigner. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de la sous-région, est sous la menace de ce phénomène. En guise de réponse à ce fléau, notre pays a durci la législation sur la traite des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de traite, mais qui n'osent pas dénoncer. Et j'encourage les personnes vraiment à dénoncer dans la mesure où avec la nouvelle loi, quand on va dénoncer, on est protégé. De 2015 par exemple à maintenant, nous avons autour de 1200 victimes de traite qui ont été rapatriées en Côte d'Ivoire venant de différents pays. Toutefois, beaucoup reste à faire car la Côte d'Ivoire se trouve en catégorie 2 de surveillance selon le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes, qui estime que disposer d'une loi qui permet de lutter efficacement contre la traite des personnes s'avère important pour le pays. On ouvre à présent le chapitre religion de cette édition avec l'église Papa Nouveau qui célèbre ses 80 ans. L'anniversaire a été célébré dimanche à Toukouzou, aux Alem, siège de l'église Papa Nouveau. Jean-Luc Bangbo. C'est le 1er janvier 1937 à Toukouzou que le prophète Papa Nouveau a commencé sa mission de paix et de libération des hommes. Une œuvre que ses successeurs à la tête de l'église s'évertuent à perpétuer 80 ans après. Le combat toujours continue. Nous voulons vivre dans un climat de paix. Quand il était là, on avait l'assurance de la paix. Il nous appartient, nous, en tant que dignes héritiers, de sauvegarder ces œuvres. Que faisons-nous aujourd'hui de la paix? Que faisons-nous aujourd'hui de la liberté? Que faisons-nous aujourd'hui du rapprochement des peuples et des valeurs? La célébration des 80 ans de l'église Papa Nouveau a été l'occasion de rendre hommage à son fondateur. En ce jour donc de célébration des 80 ans d'existence de son église, je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour toutes les actions qu'il a menées et qui ont contribué au rayonnement spirituel de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui représentait son collègue de la Défense, parrain de la cérémonie, a également exhorté les fidèles à poursuivre l'œuvre du prophète Papa Nouveau. Des fidèles qui ont afflué des 4 coins du pays pour exprimer leur attachement aux idéaux du fondateur de l'Église. Il nous a toujours amené à cultiver une attitude où il a prôné la paix, l'entente, et nous a exhortés au travail et à la prière. Aujourd'hui, nous faisons les 80 ans. C'est ça est vraiment important de faire un bilan et ensuite voir l'avenir, comment nous organiser, comment nous structurer pour pouvoir donc être à la hauteur de la tâche que nous a confiée le Saint-Prophète Papa Nouveau. Pour cette célébration de ses 80 ans, l'église Papa Nouveau a bénéficié du soutien de plusieurs autres confessions religieuses. Le premier départ pour le pèlerinage à la Mecque aura lieu le samedi 5 août prochain. Comme l'année dernière, 5600 pèlerins ivoiriens se rendront en Arabie Saoudite en vue d'accomplir l'acte de foi. Avant le départ, les futurs pèlerins se sont imprégnés de la charte et des critères d'évaluation, mais surtout des conseils du guide spirituel de la communauté musulmane. Konipa Gassoro. Je sais que votre tâche pendant le pèlerinage n'est pas toujours aisée. Vous devez cependant vous armer de courage afin de réussir et mener à bien votre mission, et cela avec responsabilité. Des mots prononcés par le président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, à l'endroit des encadreurs et chefs de groupe du Hadj. C'était à l'occasion de la traditionnelle rencontre entre les guides spirituels de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le commissariat du Hadj et l'ensemble des acteurs du pèlerinage à la Mecque. Rencontre qui a lieu chaque année à la veille du premier départ des pèlerins en Terre Sainte de Médine en Arabie Saoudite. Nous leur avons demandé de faire ce travail d'encadrement avec beaucoup de dévotion, surtout avec la piété, et avoir l'esprit de tolérance, et avoir aussi la compassion pour les pèlerins. Le Hajj étant avant tout un voyage spirituel caractérisé par des actes de culte et d'adoration, il s'agit d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux pèlerins, d'hébergement, de transport, de restauration et de gestion des départs et retours. Cette rencontre a bénéficié du soutien du directeur général des cultes, par ailleurs, président du comité de surveillance. Encadreurs et chefs de groupe après la rencontre se disent mieux outillés et prêts à assurer avec quiétude et responsabilité leurs différentes tâches. On rassure les pèlerins que ça sera un hajj agréé
comme de la manière Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé et comme de la manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Nous sommes entièrement engagés pour la réussite du Hajj 2017. À cette occasion, la charte et les critères d'évaluation des encadreurs et chefs de groupe leur ont été présentés. Nous partons pour la région du Gontougo où le peuple bron a rendu hommage au président de la République. Les populations saluent les actions de développement et de paix réalisées dans leur région. Mamadou Kwasi. Le peuple bron est installé à l'est de la Côte d'Ivoire, principalement dans le département de Transua, dans la région de Gontougo. L'igname et l'anarcade constituent la culture principale de ce peuple. L'augmentation du prix du kilogramme brochant de l'anarcade ces dernières années a permis l'amélioration des conditions de vie des populations. En plus, le taux de couverture en électricité est passé de 4 à 46% en 5 ans et les routes reprofilées permettent aujourd'hui l'évacuation des produits agricoles. À toutes ces actions s'ajoute la promotion des cadres, dont Yao Adjoumani, élevé au grade de général de brigade et attaché de défense près des Nations Unies. Des initiatives rendues possibles grâce au président de la République, Alassane Ouattara, d'où une journée d'hommage et de soutien à son honneur. Cette journée d'hommage s'est voulue un moment de soutien aux initiatives de paix et de développement engagées par le président de la République, Alassane Ouattara. Les populations dans leur diversité réunies autour de leurs chefs coutumiers ont chargé les ministres Alain Richard Donwaye et Kobenon Kwasi Adjoumani de transmettre au président de la République, Alassane Ouattara, tout leur soutien. L'assurance que nous pouvons donner au président de la République est que nous sommes derrière lui, debout comme un seul homme derrière le président de la République pour toutes ces actions de paix, de réconciliation et de développement. Les deux membres du gouvernement ont demandé au peuple bron et à l'ensemble des populations d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, de prière pour la paix et surtout le développement de la Côte d'Ivoire. Aidons le président Ouattara à mener à bien ce qu'il a déjà commencé pour qu'en 2020, nous soyons tous fiers d'avoir comme héritage un pays stable, un pays noble, un pays respecté. Et pour cela, nous devons remercier le président Bédié, son aîné. Et nous devons aider le président Bédié à l'assister, à l'encourager, à le soutenir, à lui donner les bons conseils pour que cette union qui a pu se réaliser se consolide, se solidifie. N'écoutons pas les oiseaux de mauvaise augure qui sont les premiers à nous faire croire que nous sommes divisés en notre sein. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes unis et nous le resterons. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, nous sommes déterminés à faire en sorte qu'elle soit devant. Que plus jamais le peuple se divise, se déchire. Nous avons besoin d'aller de l'avant, nous avons besoin de tirer notre région et il n'y a pas meilleure façon de développer que d'être unis. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les populations de sceller l'union et la réconciliation entre les fils et filles de la région du Gontougo, et ce, à la grande joie du peuple bron. À l'étranger, au Libéria, ils sont 20 candidats dont l'ex-footballeur international George Weah a brigué la succession de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf à la présidentielle du 10 octobre prochain. La liste a été dévoilée aujourd'hui. Herman Divé. Ils sont en tout 20 candidats lancés dans la course à la présidentielle au Libéria. Depuis hier lundi, la commission électorale du Libéria a ouvert officiellement la campagne pour la présidentielle. Une présidentielle combinée à un scrutin législatif. Et dans les rues de Monrovia, l'effervescence est manifeste. Enjeu majeur de ces élections, la sécurité autour du scrutin, mais également de la campagne. La police libérienne a renforcé son dispositif pour contenir d'éventuels débordements. Au nombre de ces 20 candidats, George Weah, l'ancienne star de football, ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2005, puis de 2011 pour la vice-présidence, se présente cette fois sur une liste avec la sénatrice Jewel Taylor, ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Après 2 mandats successifs, Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante, ne peut plus se représenter à cette présidentielle. La commission électorale libérienne a appelé les candidats à privilégier la fibre patriotique et pacifique. Le pays reste encore marqué par 14 ans d'une guerre civile sanglante, puis par l'épidémie d'Ebola qui l'a ravagé pendant 2 ans et qui a pris fin en juin 2016.
Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.